Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit. Ici DVD Pro Catch slash Mister Review. Je continue sur les shows à regarder et que on va achever soit de plus belle ou de plus désastreuse avec un dernier show de la WWE. Vu comment je me suis attaqué au dernier show, mais cette fois-ci de NXT, enfin, je me suis attaqué à NXT pour le dernier avant que ça reprend de plus belle pour l'année 2025. J'en ai terminé avec la TNA. Je vais bientôt en avoir fini avec la ROH. Et un peu plus tard, je vais en terminer avec la EW. Mais aujourd'hui, c'est la WWE auquel je m'attaque. J'espère que vous arrivez à bien me suivre parce que parfois je peux confondre les deux. Donc, je vais achever plus tard la AEW et aujourd'hui la WWE. Donc bien sûr, je suis encore toujours malade, donc je suis pas encore rétabli, mais ça m'empêche pas de faire cette vidéo. Donc rien ne peut m'arrêter tant que je continue. Et le show auquel on va s'attaquer, c'est un genre de show weekly de l'époque dans les années 80, 90, un petit peu des années 2000, qui l'ont un peu ressuscité dans les années 2020. Parce que dans les années 2010, il n'y est pas, je pense, il n'a pas été ressuscité. Mais que maintenant, il était passé de weekly, donc le show spécial parfois tous les mois, tous les jours. Et ils étaient même passés de house show et maintenant, pay-per-view premium live event. Donc ce show s'intitule WWE Saturday Night Main Event 2024, qui s'est déroulé au Long Island, je crois, du côté de New York City. Si je ne me trompe pas, bien sûr. Souvent, Wikipédia peut se tromper. Et selon les sources, c'est le... Allez, comment dire? Parce que là, je suis en train de voir le nom du show principal, quoi, auquel il y avait des chiffres. Et c'est en chiffres romains. Donc XXX, donc ça fait 30, V5, 2, 2 points, donc je crois que ça fait euh, 37. C'est la 37e édition pour les Saturday Night Main Event. Auquel le show... Ah, je crois que ça rend pas service pour la fin de l'année 2024. Parce que beaucoup de personnes le disent que c'est un peu le show de la honte, que c'est un show qui ne sert à rien et que ça clôture mal de la pire des façons à ce que je viens de voir. Et du coup, heureusement que j'ai dû regarder pour comprendre et heureusement j'ai dû voir les avis soit objectifs ou négatifs. Heureusement qu'il y en a qui ont été objectifs pour, euh, pour en témoigner de leur impression de ce show. Mais après, il y avait des bons matchs, hein, c'est pas ça le problème. Ce qui est un peu décevant, vous allez peut-être comprendre que c'est le booking assez prévisible de Triple H. Et du coup, rien ne change, tout restera toujours la même chose. Et du coup, voilà comment on a ce résultat tellement prévisible. Ouais, comme quoi, je pense que Triple H ne refuse de prendre des risques. Alors que selon moi, il devrait bah, pour, euh, pour en surprendre les fans. Je, je crois. Mais bon, assez trop tardé sur ça. Je démarre directement. De toute façon, je démarre avec le premier match du show. Mais c'est du pré-show auquel je n'ai pas vu. Et auquel j'ai le résultat sur les mains. Enfin, sur les yeux plutôt, et pas sur les mains. Match par équipe entre The Motor City Machine Guns, Alex Shelley et Chris Sabin contre The 8 and Down Under, Austin Theory et Grayson Waller. Alors, résultat très simple, c'est victoire des Motor City Machine Guns. Pour la simple et unique raison, je n'ai pas vu ce match-là. Je sais qu'il est présent dans ce genre de PPV, mais
euh, façon, on va dire, dark match, house show, ou plutôt pré-show. Bref, je n'ai pas vu en soi. Et pourtant, je vois des matchs du pré-show du Countdown. Quand c'est pour la WWE, c'est Zero Or auquel je vois. Quand c'est la TNA, je le vois également. Mais du côté de la WWE, impossible à voir. Pourtant, j'imagine que le match était bon, mais on va pas se mentir, c'est pas, on va dire, eux les draws principales du show. Au moins, Monsieur Paul Levesque, donc Triple H, a au moins la gentillesse de mettre un match par équipe dans ce show, même si personne à la télé ne l'a vu. Et que c'est un petit peu dommage, c'est bénéfique pour eux, mais c'est un peu dommage. Donc voilà. Je sais pas vraiment dire mieux. Mais bon, maintenant je passe directement à la carte principale, entre un match simple entre Drew McIntyre contre Sami Zayn. Je sais qu'il y a pas mal d'histoires entre les deux, notamment entre vous m'avez agressé, vous m'avez coûté des opportunités, alors maintenant je m'attaque les proches de Roman Reigns et auxquels je serai totalement sans pitié. Donc tout se résume à ça, entre un Drew McIntyre qui est toujours aussi vénère comme Jaja, comme jamais, et que Sami Zayn, le bon gars auquel il aime le bon côté des choses, il aime être peace and love, il aime être un grand homme pacifique, auquel il faut pas trop céder à la tentation de la violence. Mais souvent, ça peut tourner en désastre quand les personnes ne refusent de comprendre son fameux Nindo, son fameux idéologique de paix. Et du coup, Drew McIntyre, lui, il s'en fiche de la paix, il s'en fiche de tout ce qui est juste. Lui, ce qu'il veut, c'est tataner pour achever son histoire à lui, remporter un titre mondial devant un public qui risqueront de l'acclamer. Voilà ce qui vise. Bon, après, pas grand chose à citer dans le match, si ce n'est que, certes, Drew McIntyre, il est intimidant quand il domine le match. Sami Zayn, il a du cœur quand il continue à lutter pour sa survie, à lutter pour tenter de gagner. Même si le résultat, on sait que Drew McIntyre peut battre n'importe qui, n'importe quand. Mais quelque part, j'aurais misé un peu la petite surprise dans ce match-là. J'aurais un peu misé sur une surprise, une victoire sur Sami Zayn de manière surprenante, auquel on s'attend pas forcément. Mais non, c'était Drew McIntyre qui bat Sami Zayn avec un Claymore Kick. Pourtant le match est sympa, mais on en reste ici. On en reste ici. Et d'ailleurs, un truc que j'ai oublié de vous citer au début, sachez qu'il y a du changement, notamment au niveau du décor, parce qu'ils ont voulu faire un peu l'ambiance années 80, 90, avec surtout les cordes rouge, blanc et bleu. Parce que d'habitude, c'est vrai que dans les PPV PLE, on a trop l'habitude de voir des cordes en blanc. Il y en a qui râlent. Je connais un ami auquel il râle de voir tout le temps les cordes en blanc de manière un petit peu ridicule, mais ça ne regarde que lui. Moi, quand je regarde un show, je me dis qu'est-ce que je m'en fiche, qu'il soit blanche, qu'il soit noir, qu'il soit rouge, qu'il soit bleu, qu'il soit jaune, qu'il soit violet, qu'il soit n'importe quelle couleur. Moi, je suis là pour voir un show, pas pour, pas pour me plaindre d'un truc aussi ridicule. Donc ça, c'est ce que j'avais remarqué. Et aussi les arbitres qui étaient comme à l'ancienne, c'est-à-dire en chemise tout bleu avec un petit nœud papillon. Donc ça fait vraiment rappeler l'époque des années 80, où à l'époque on prenait le catch à l'ancienne un peu au sérieux et auquel c'était très old school. Mais là ils ont voulu amener ce côté old school dans un monde auquel on a l'habitude de voir quand tout est classe, tout est lumineux, tout est chatoyant, tout est sponsorisé, tout le monde s'habille de manière cool, un peu street, un peu jeuneau. Vous voulez mon avis un petit peu jeuneau.
Et du coup, ben, ça, c'est ce qui est acceptable. Et ce qui est un petit peu acceptable, c'est qu'ils ont fait venir des légendes auxquelles j'ai remarqué. Il y avait Greg the Hammer Valentine, Coco Beware, donc c'est celui qui ramenait son fameux perroquet à chaque fois dans les matchs. Euh, Jimmy Hart, le type au mégaphone. Euh, Après, il y a qui qu'ils ont amené? Je me demande s'ils ont pas amené Arn Anderson. Euh, Arn Anderson. Non, Ric Flair, ça m'étonnerait. Hulk Hogan, je ne l'ai pas vu malheureusement, Hulk Hogan. Enfin, il faut peut-être que je regarde et il faut que je regarde l'article de Catch News en même temps. Mais je sais que la plupart étaient là, d'autres qui ne pouvaient pas être là. Et surtout, ben, il y avait surtout Jesse de Buddy Ventura, auquel il était présent au panel et que dans le main event, c'est lui qui va commenter le show et auquel ben, il va plus avantager le heel que le face. Donc, comme quoi, ben, c'est assez original pour un show qui se veut un peu old school. Mais malgré les anciens amenés, ça ne sauve pas ben, le mauvais, on va dire, le mauvais côté du booking. C'est tout ce que je peux en dire de plus. Mais bon, voilà, au passage. C'est tout ce que je peux dire. Mais bon, vu comment j'étais passé au match numéro un, match numéro 2, maintenant je passe au match numéro 3 pour le titre du monde féminin de la WWE entre Liv Morgan contre Io Sky. Auquel c'était un bon petit match féminin avec un Io Sky qui est de plus en plus crazy, de plus en plus crazy, et un Liv Morgan qui est de plus en plus un peu stratège sous les bords quand il s'agit d'avoir un plan d'avance sur la face en quelque sorte. Pourtant, celui-là aussi, il n'y a pas d'histoire auquel, auquel on s'implique. Tout ce que je sais, ben, Liv Morgan est toujours impliquée dans l'histoire avec Rhea Ripley. Et du coup, ben, quelque part, ben, Io Sky fait un petit peu tâche dans la rivalité. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Si vous êtes d'accord avec moi, ben, dites-le moi. Si vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas obligé de le dire. De toute façon, vous êtes libre de commenter ou pas commenter. Parce que c'est vrai que je reçois des messages fantômes, que des messages de vraies personnes qui commentent. Vu comment je réclame des quelques messages, pas le plus nombre possible, mais plutôt ce que vous pouvez en dire. Mais vu comment personne n'ose réagir, bah je me dis, est-ce que ça vaut le coup de forcer? Parce que si je force sur les personnes qui veulent commenter ou pas, il y en a qui vont le prendre mal. Donc pour ça, je préfère de vous laisser faire. Mais bon, donc c'est tout ce que je peux en dire sur ce match, si ce n'est qu'il y a eu des gros spots de la part de Io Sky. Un Liv Morgan, certes, qui a besoin de l'aide des personnes comme Raquel Rodriguez, Dominique Mysterio, voire JD McDonough ou Carlito. Mais sauf qu'ils étaient que deux. Donc Raquel et Dominique. Donc je pourrais pas trop en dire de plus si ce n'est que c'est vrai que Io Sky a brillé durant ce match, même si j'ai remarqué qu'elle avait donné un terrible coup de genou dans le visage de Liv Morgan. Parce que j'avais vu le replay, je me suis dit, oh putain, elle lui a défoncé la gueule. Avec un sacré coup de genou. Et je me dis, j'espère qu'ils vont pas faire comme Seth Rollins et John Cena. Avec le nez de Cena qui était complètement cassé. Et heureusement que ça n'ait pas eu le cas. Et qu'heureusement que Liv, elle a encore le nez bien droit et le nez bien creux, si je peux me permettre. Mais bon, elle a juste saigné, mais du fait que c'est pas très très grave, voilà, ça peut passer. Et je pense que Io devrait un tout petit peu se calmer au niveau des coups, comme elle devrait un peu se calmer quand elle fait des choses folles, comme, comme la façon de s'exciter, certes pour un rien, mais qui permet quelque part
à se motiver. Vu comment je remarque qu'elle cherche plutôt à se motiver. Mais bon, elle était prête à en finir, Io Sky, mais Liv Morgan, elle a levé les jambes au bon moment parce qu'elle était prête à partir pour son moonsault. Bon, après, il y a eu plusieurs de prises, hein, comme le Codebreaker, les prises de voltige quand Io Sky effectue. Mais pour la fin du match, eh ben, elle a juste à lever les jambes, Liv Morgan, et que au moment où Io était près des cordes, même si dans le reste du match ça cafouille un petit peu, mais je passe directement au climax, eh bien elle voit une ouverture, elle dégaine son Oblivion pour la victoire. Donc c'est Liv Morgan qui conserve le titre et que qu'elle reste toujours champion. Donc quelque part le résultat reste le même, une championne très dominante qui reste championne et qui doit, on va dire, continuer sa feud avec la catcheuse en question, auquel ils s'aiment pas. Enfin, qu'ils s'aiment plus dorénavant. Et du coup, ben, je l'ai dit, je ne suis pas un très grand fan de cette rivalité. Je peux aimer les deux femmes, mais je n'aime pas cette rivalité. Donc, je suis désolé si certains adorent, mais moi, c'est pas mon cas. Et pourtant, après le match, alors que Liv était prête à partir, eh bien, il y a Rhea Ripley qui a fait son entrée. Est-ce que ça allait partir en baston comme on voit chaque semaine du côté de Raw? Parce que je peux vous le dire, des bastons du côté de Raw comme de SmackDown ou de plus en plus à NXT, j'en vois tellement beaucoup, je me dis pourquoi vous pensez qu'à vous bagarrer? Si jamais j'aurais été dans vos vestiaires, vous me donnez pas du tout envie de me changer et de sympathiser avec vous. Bien sûr, c'est l'histoire du show, hein. Avec les personnes qui jouent leur personnage à fond, être tout le temps à cran, c'est vrai que ça peut être pour quelqu'un qui voit ça, il se dit putain, il ne pense qu'à se battre, il faut les laisser se battre sur un ring ou régler ça dehors sous le parking. Bon après, il y en a qui sont tellement habitués qui se disent oh merde, encore une bagarre chaque semaine. Et ben du coup, quand je vois ça, je me dis pourquoi vous vous bagarrez de manière inutile? Euh, Il y a tout le temps des disputes, il y a tout le temps des bagarres, mais pourquoi vous faites ça? Je ne comprends pas. J'étais en mode comme ça, je me dis, mais pourquoi vous faites ça? Mais bon, j'aurai jamais la réponse et auquel je me dis, c'est la WWE et va pas chercher à comprendre. Eh ben pour ce jour-là, avec Rhea Ripley et Liv Morgan, il n'y a pas eu de guet-apens. Il n'y a pas eu de guet-apens, vu comment il y a eu le face-à-face, le titre en l'air, je te regarde droit dans les yeux, et auquel je resterai toujours championne, et auquel, non, ton règne de championne va s'arrêter. Donc c'est du vu, du déjà vu, ça sent le réchauffer, et auquel ben, je suis un peu blasé. Et auquel je me suis dit, mon Dieu, mais faites qu'en sorte cette rivalité s'arrête là, parce que putain, ça devient redondant, ça devient complètement n'importe quoi de voir la même rivalité, certes entre deux femmes qui savent euh, co- collaborer, qui savent quand même ce qu'elles font. Euh, on sait qu'elles sont très très potes, mais au bout d'un moment, arrêtez s'il vous plaît, on en a déjà bouffé. Pourtant, je disais de CM Punk et Drew McIntyre, mais j'avais une raison à un détail près, c'est que j'ai déjà trop vu de CM Punk. Et auquel je me dis, c'est pas une mauvaise rivalité en soi. C'est pas une très très mauvaise rivalité, mais tellement qu'il y a eu beaucoup de accrochages au micro et de baston qu'on se dit bah, qu'on en a déjà trop vu. Mais auquel j'ai jamais dit que c'était une mauvaise rivalité. Et heureusement que ça s'est arrêté au bon moment. Mais avec Liv Morgan et Rhea Ripley, comme avec Damien Priest et Finn Balor, donc les Terror Twins contre le Judgment Day, j'ai l'impression que ça va durer à l'infini cette rivalité et auquel je me dis mais arrêtez, on veut plus voir ça, passez à autre chose. Visiter de nouveaux horizons, je le dis depuis Bash in Berlin, mais ça continue et ça j'en en peux plus. Et du coup, ben voilà, vous voyez à quel point je peux aimer les deux femmes, je n'aime pas cette rivalité parce que ça
devient redondant et ça continue et auquel je ne peux plus les voir. Je veux voir autre chose que ça, que des histoires de querelles. Ah, t'as piqué mon mec. Ah, t'as piqué ma ceinture. On va régler ça dans le ring. Tu m'agresses violemment à NXT. Je reprends ma revanche à Raw auquel il se passe absolument rien. Oui, je peux le dire, c'est casse-couille. Pour moi, ça me casse littéralement les couilles. Vous pouvez aimer les deux femmes. Il y en a qui aiment bien la rivalité, mais il y en a qui ils en ont, on va dire, râle le cerveau, râle la casquette, râle les cheveux, râle ce que vous voulez de cette rivalité. Donc oui, vous êtes libre d'aimer ou détester. Vous êtes libre d'essayer d'argumenter pourquoi ça doit continuer. Si vous voulez pas argumenter, ou alors plutôt pas répondre, ne répondez pas. Si vous pensez que je suis assez trop dur envers moi-même pour voir que la rivalité est captivante, parce que je sais qu'il y en a qui sont fans des deux, l'une que pour l'autre. Peut-être que je vais me faire insulter, qui sait, je vais peut-être me faire insulter parce que je ne suis pas fan de cette rivalité. En même temps, il y a de quoi. Je ne suis pas fan des rivalités auxquelles ça dure sur le long terme. Comme il y en a qui sont pas fans des champions auxquels ils ont des règnes sur le long terme. Donc voilà, les avis sont hyper divisés, hyper variés. Euh, Tout peut se passer. Mais bon. Donc on va encore en bouffer. Et espérons que ça va se terminer. Si c'est pas le cas, ben je skipperai tout le match. Et la prochaine fois, quand je ferai une review, je skipperai tout le match. Là, c'est sûr, je n'ai pas envie d'y aller droit au but. Je dirais qui a gagné. Sans trop aller dans les détails dans le match. Même s'il y a des détails dans le match auxquels c'était passionnant et assez brutal, mais je peux vous garantir, si ça passe dans un autre PPV, par exemple l'édition 2025 de Saturday Night Main Event, là c'est sûr, je dirais le nom de la vainqueuse. Et si jamais ça m'a bien plu, je le dis bien, je le promets pas, mais j'essaierai de faire l'effort de dire ce qui m'a plu, ce qui m'a pas plu, et auquel, si le résultat reste le même, je skip tout, tout simplement. Voilà, je suis un petit peu méchant, mais je fais ça pour mon droit, pour mon bien. Après, si vous voulez écouter des personnes qui disent bien les choses, qui savent prendre leur temps avec cette rivalité, ben, allez écouter ces personnes-là, tant qu'ils sont objectifs. Et vous êtes libre. Tout simplement, vous êtes libre d'écouter ce qui vous voulez. Mais bon, moi j'en ai assez parlé de cette rivalité. Je passe au match suivant, et auquel c'est un peu la même vibe avec Liv Morgan et Rhea Ripley. Mais cette fois-ci, mélangé à un match triple menace. Donc match numéro 4. Pour le titre du monde poids lourd de la WWE, en triple menace. Entre des ring general Gunther contre le prince Finn Balor et contre l'ex-El Campion Damien Priest. Je vais un petit peu couper et après on reprend. Merci à tous. Alors ce match-là aussi, il y avait moyen de surprendre tout le monde. Au niveau d'un changement de situation, changement de titre, ce que vous en voulez, hein, c'est comme si rien n'évoluait et auquel ben c'est quasiment la même chose chaque semaine. Et quand je dis ça, ben, je parle ben, celui du champion qui reste tout le temps vainqueur, très dominant. Donc je parle bien de Gunther. Et que la rivalité continue entre Finn Balor et Damien Priest, auquel je veux que ça s'arrête aussi, exactement comme avec Liv Morgan et Rhea Ripley. Pourtant, je sais qu'au début, on devait avoir un match entre Gunther contre Finn Balor. Pardonnez-moi, j'ai roté un tout petit peu, je m'en excuse. Et aussi, j'en ai marre quand ma soeur et mon père commencent à gueuler pour un rien, ça m'énerve. Mais bon, ça c'est personnel dans la famille, quoi. J'en ai marre d'entendre du bruit à chaque fois dans mon casque. Et à chaque fois, je vous le demande
de m'excuser quand vous entendez quelque chose qui ne va pas, comme un bruit de musique, des bruits de personnes qui gueulent pour un rien. Bref, parfois je m'excuse. Donc, comme j'ai dit, logiquement, ça devait être Finn Balor contre Gunther. Et j'aurais bien voulu que Damien Priest ne soit pas inclus dedans. Vous allez peut-être comprendre pourquoi. Je m'étais dit, allez, on va dire que Finn Balor lui a coûté 2 matchs contre Gunther à Damien Priest. Parce que dans la rivalité, certes, il était en rivalité contre Gunther. Il était le champion Damien Priest. Il a perdu contre Gunther à cause de Finn Balor. Là, ben, Gunther lui offre un match revanche pour le titre. Donc il lui donne une nouvelle chance. Il le perd à cause, une nouvelle fois, de Finn Balor. Et quelque part, ben, si j'avais été Damien Priest, j'aurais fait la même chose pour Finn Balor. Certes, Finn Balor, il touche, on va dire, celui du titre mondial auquel il a perdu auparavant, même si c'était le titre universel, mais il veut redevenir champion du monde. Quelque part, je l'aurais fait la même chose. Je lui aurais coûté le titre. Mais après, faut dire, par le passé, c'est vrai que Damien Priest l'avait coûté le titre à Finn Balor, quand Finn Balor était en rivalité contre Seth Rollins. Donc lui faire 2 fois, ben, c'est comme si tu redonnais 2 fois l'appareil des années d'intervalle. Mais vu comment Damien Priest il est face, il peut pas, on va dire, se comporter comme un véritable heel. Quelque part, il a décidé de pas le faire, mais de s'incruster dans le match comme si c'était, on va dire, logique. Et vu comment les general managers comme Adam Pearce n'ont pas le choix d'accepter. Ou Nick Aldis, n'importe qui. Et du coup, ben voilà comment est venu ce match-là. Avec, certes, pas mal d'accrochages à trois, comme les fameux coups, les prises portées. Et il y a un moment donné dans le match, je me rappelle que Damien Priest, il veut effectuer un genre de topé suicida en sautant par-dessus la troisième corde. Et que je me suis dit, oh putain, s'il veut faire comme l'Undertaker, un jour, il va se planter la tête, il va se faire mal, il va rester paralysé à vie s'il se rate, peut-être pour la première fois ou pour la deuxième, parce qu'on avait vu du côté de Glasgow en Écosse, auquel il a failli se faire mal au niveau du cou. Quand il avait botché son mouvement auquel il avait l'habitude de faire. Et souvent des accidents ça arrive, mais les blessures aussi peuvent arriver à tout moment. Et du coup c'est pas très jojo. Bon, bon après il y a eu plusieurs moments, hein. Comme par exemple le moment où Damien Priest allait dominer le match, qu'il allait possiblement remporter le titre. Mais après il y a toujours un qui intervient, que ce soit Gunther qui veut jouer le mal dominant et auquel il préfère ne pas laisser la moindre chance sur ses adversaires, que ce soit ses challengers, il ne donne aucune chance, vraiment aucune, et que c'est pareil pour Finn Balor. Lui, il est prêt à tout pour remporter un titre mondial et auquel il veut rester pendant un peu plus longtemps que son premier règne. Mais auquel la tâche s'avère difficile. Je sais que quelque part, il est le leader des vestiaires euh, en dehors des storylines, hein. Donc en dehors des storylines, c'est lui le leader des vestiaires. Et quelque part, j'ai entendu dire que par la WWE, il a reçu un énorme push et auquel il pourrait être intéressant de voir à quoi sert son push. Est-ce que ça va être le même push, être quelqu'un qui sert de faire valoir, ou plutôt, je ne sais pas, peut-être à l'état supérieur du main eventer une nouvelle fois, mais rien n'est sûr, hein. Vraiment rien n'est sûr. Mais en tout cas, ben, il est prêt à tout pour remporter le titre, mais à chaque fois, il y a toujours un qui intervient. Donc forcément, Gunther, quelque part, il a un moment de doute. Il sent qu'il est en train de douter, qu'il peut perdre le titre à tout moment contre l'un de ses adversaires. Et pourtant, à chaque fois, j'ai cru que c'était la fin du règne pour Gunther, hein. Vraiment, mais rien n'était sûr, hein. Parce que dans le climax, certes,
Finn Balor était prêt à tout pour remporter le match, même Damien Priest, parce que c'est Damien Priest qui va faire son Son of Evil Chokeslam. Il était prêt à remporter le match, mais il a fallu que Gunther attrape Damien Priest par les cheveux et par la tête, et auquel il veut effectuer son powerbomb dans les escaliers. Et au moment où il effectue la powerbomb, je me dis, oh putain, il est pas, il est pas bien positionné correctement. J'ai peur qu'il va se lancer, qu'il va lui faire le powerbomb et qu'il va le faire, on va dire, tomber sur la tête. Un peu comme un certain Droz. Et du coup, heureusement que Gunther, il veut effectuer le mouvement correctement. Il effectue le powerbomb dans les escaliers. Mais ça aurait pu être terrible. Hein. Et après, il remonte sur le ring. Il fait un shotgun dropkick sur Finn Balor. Et il enchaîne avec son fameux powerbomb pour la victoire. Donc c'est toujours d'un ring général Gunther qui devient toujours et qui reste champion du monde poids lourd de la WWE, d'un résultat aussi prévisible. D'ailleurs, je peux vous dire, la carte en elle-même, elle est prévisible. Mais bon, il y a un moment donné auquel ça va peut-être s'arrêter. Mais quand, je ne sais pas, j'en ai aucune idée. Et auquel je préfère même pas savoir. Et auquel je passe au match suivant et auquel je vais un petit peu couper. Et le match numéro 5, c'est la finale du tournoi pour devenir la première championne féminin des États-Unis de la WWE entre Chelsea Green, accompagnée par Piper Niven, contre Michin Miyahim. Donc c'est la finale du tournoi et auquel je vais vous le dire par Catch News et par d'autres sites auxquels j'ai été spoilé. J'ai été spoilé quand c'était le retour de Tessa Blanchard à la TNA. Eh bien, j'ai été spoilé par la gagnante du tournoi pour le titre US. Vu comment le match entre Chelsea Green qui était en finale et Michin aussi qui sont en finale, qui mènent parfois un résultat pas ouf. Je sais que ce match, il y a eu des bons trucs, hein, des bons mouvements, mais il y avait beaucoup de réactions pour Chelsea Green que pour Michin, elle dégage rien comme réaction. Je sais pas si c'est moi qui vois de cette manière-là, mais en tout cas, les gens ont complètement rejeté la babyface, parce que Michin, c'est la babyface et la heel, c'est Chelsea Green, et pourtant, elle a une grosse réaction. Mais on va pas se mentir, ce match n'est pas dingue. Il n'est pas dingue si ce n'est qu'elles ont effectué tout ce qu'il fallait faire. Comme je sais qu'il y a eu quelques mois de cela, quelques mois, si on peut appeler ça comme ça, auquel Michin et Green ont eu un match des ordures lors d'un épisode de SmackDown, et auquel on se dit, ça a été bien, mais c'est vraiment trop bête. Quelque part, c'était vraiment bébête de faire ce match-là. Bon, après, c'est que mon avis, hein. C'est que mon avis. Prenez pas ça pour argent comptant. C'est que mon avis, point barre. Donc j'ai trouvé ça un peu ridicule, surtout qu'on se foutait de la gueule de Chelsea Green en disant, toi, tu sens des poubelles, tu pues le rat mort, tu pues les déchets, tu pues la chiasse, voilà, tu schlingues. En gros, tu schlingues. Et du coup, je me rappelais, c'était vraiment gnangnan cette rivalité et auquel Chelsea était impliquée, auquel elle est sortie des poubelles. Donc je m'étais dit, c'est un peu ridicule tout ça. Mais bon, le ridicule ne tue pas. Et que là, je me dis, là, elle se rattrape, Chelsea Green, elle a moyen qu'elle devienne championne des États-Unis. Alors, même si Michin a voulu tenter son hit de fit, donc la fameuse bouffe ma tongue, bouffe mon pied, auquel ce sera Chelsea Green qui va retourner la situation, même s'il y avait des moments auxquels Piper Niven pouvait intervenir. Donc c'est la stratégie du pur heel qui a besoin de quelqu'un pour l'aider, comme l'a fait Liv Morgan plus tôt dans la soirée. Eh bien là, elle veut les services de Piper Niven. Mais bon, de toute façon, je passe au climax. Ce sera Chelsea Green
qui va, on va dire, prendre l'avantage et qu'elle va retourner la situation en faisant son fameux Unprettier Kill Switch, donc oui, la fameuse prise de Christian, auquel elle effectue à sa sauce. Et quelque part dans le match, elle avait même effectué un Rob Ryder à la manière de Zack Ryder, qu'on connaît sous le nom de Matt Cardona dans les Indies, auquel elle a effectué le mouvement. Mais bon, elle en termine avec le Unprettier Kill Switch, même si c'est plutôt le Unprettier pour Chelsea Green. Et au compte de 3, c'est elle la nouvelle championne des États-Unis de la WWE. Donc c'est elle la championne, la première de l'histoire, et auquel j'ai été spoilé, et tous ceux qui ont été spoilés quand ils ont entendu parler sur Catch News prenaient ça pour un avant-goût. Mais après, quelque part, on est un peu contente pour Chelsea Green, hein, qu'elle remporte un titre solo, vu comment elle a déjà été championne par équipe, si je ne me trompe pas, et que maintenant, elle a un titre solo. Elle peut peut-être en faire bon usage. Qui sait, est-ce que son règne pourrait être bonne ou mauvaise? J'en ai vraiment aucune idée. Mais ça, c'est les scénaristes qui doivent faire de leur mieux pour que les titres ont de la valeur. Parce que s'il n'y a pas de valeur, tout ça sert strictement à rien. Un peu comme les titres par équipe ne servent strictement à rien, que ce soit du roster principal ou NXT. Bref, il faut en faire quelque chose de très passionnant. Mais encore une fois, rien n'est sûr. Mais bon, victoire de Chelsea Green, je m'arrête ici. Et maintenant, je passe au main event. Et d'abord, je vais couper et je vais reprendre. À tout de suite. Et dans le main event, je sais que du côté des commentateurs, Pat McAfee, qui était venu au début quand le show s'était lancé, euh, a commenté durant toute la soirée le match. Et bien maintenant, c'est au tour de Jesse de Buddy Ventura de commenter le match pour le main event. Et bien sûr, dans le main event, c'est pour le titre incontesté de la WWE entre The American Nightmare Cody Rhodes contre le prize fighter Kevin Owens. Et auquel, là, il y a quelque chose. Là, il y a une histoire. Là, il y a vraiment une histoire. On sait que l'histoire a démarré quand Cody Rhodes voulait donner la chance à Kevin Owens lors d'un match qui s'est déroulé à Bash in Berlin et auquel Kevin Owens était contre cette décision de pouvoir l'affronter et auquel ils ont été très très amis jusqu'à ce que Cody Rhodes décide de quelque part de renouer les liens et faire la paix avec Roman Reigns, vu comment ce n'est plus le même Roman Reigns qui a plus de 4 ans. Depuis qu'il est revenu, c'est devenu le OTC un peu déchu. Il a fait équipe et ils ont battu les Nemesis de Roman Reigns. Et par la suite, Kevin Owens, déjà il n'était pas content de base. Là, il en est encore plus quand il a pété un câble et quand il a cassé la gueule à Cody Rhodes dans le parking. Et du coup, maintenant, il devient un peu l'anti-système anarchiste, Kevin Owens, vu comment genre, il y a une conspiration contre lui. Il décrit comme Cody Rhodes comme quelqu'un de très antipathique, de narcissique, euh, qui est un mauvais meilleur ami pour lui. Donc pour ça, il le prend vraiment bah, personne comme des hypocrites. Donc il décrit Cody Rhodes comme un hypocrite et auquel il trouvait qu'il était plus intéressant en Stardust que en American Nightmare. Donc j'aime bien cette petite référence à Stardust, auquel Cody Rhodes n'a jamais, on va dire, quelque part... Certes, il s'est beaucoup amusé avec cette gimmick, mais il avoue qu'il n'apprécie pas cette gimmick pour autant. Même si ça lui a, on va dire, permis de s'amuser. Mais bon, pas mal aussi de références à Dusty Rhodes, qu'on en parle encore. Et là, c'est vrai que ça devient un petit peu lourdingue qu'on met encore le père de Cody dans l'équation. Et ça, malheureusement, beaucoup de personnes utilisent cette manière pour faire vendre un show. Ce qui est un choix stratégique assez parfait et logique, mais quelque part, c'est un peu inhumain.
Je vais pas vous le mentir, c'est un peu inhumain de parler de quelqu'un qui est décédé pour, euh, pour vendre des billets. Donc du coup, ça devient dingue, lourdingue à la fois. Comme l'agression sur Randy Orton avec un pile driver auquel Kevin Owens a effectué et auquel ben, on met dans l'équation Randy Orton pour prouver à quel point on ne l'oublie pas. D'ailleurs, des références, il y en a, hein, des références. Vu comment, dans la rivalité, certes, Kevin Owens, pour lui, il se sent banni des arènes parce que, voilà, parce que la direction en a décidé autrement de le bannir pour éviter qu'il agresse d'autres personnes. Alors que des commentateurs comme Michael Cole ou j'en passe des genres d'intervieweurs veulent l'interviewer. Donc, encore une fois, il veut jouer la carte du ouais, on est tous contre moi, je sais que j'ai raison, vous avez tort, vous voyez pas ce qui est en train de vous dérouler sur vos yeux. Moi qui m'étais longtemps chamaillé avec Roman Reigns pour espérer de lui prendre les titres, finalement, il est devenu une autre personne et et qui commence à faire le lèche-cul avec tout le monde. Donc quelque part, il le prend de cette manière-là, Kevin Owens. Et bien sûr, il voit de la conspiration et il devient vraiment parano, vraiment parfois très énervant. Parce que il ne fait que s'énerver, Kevin Owens. Il a tout le temps un caractère de cochon. Mais bon, ça lui va dans sa gimmick de quelqu'un qui fait du contre-pouvoir. Et d'ailleurs, c'est un peu le Kevin Owens de l'époque à la Ring of Honor. Parce que j'en ai vu des images de lui à la Ring of Honor auquel il voulait faire le contre-pouvoir quand c'était Cornette qui gérait un peu l'organisation, mais qui n'était pas, on va dire, un promoteur, Jim Cornette. Pourtant, les deux ne s'aimaient pas, mais Kevin Owens, qui s'appelait à l'époque Kevin Steen, de son vrai nom, adorait faire du contre-pouvoir pour montrer à quel point il emmerde la direction, il fait ce qu'il veut, il combat où il veut, et auquel personne n'oserait de le foutre à la porte, vu comment il est authentique, il est quelqu'un auquel il faut pas, on va dire, trop chercher des noises, sinon il attaque la compagnie pour on va dire, pour un licenciement abusif, quelque part. Donc c'est un peu ce nouveau côté de Kevin Owens auquel il reprend forme à la WWE. Et du coup, ben, Cody Rhodes, le super-héros brave et généreux, veut essayer de le remettre à la raison, mais ça va pas une tâche aussi facile qu'on le prétend. Donc du coup, le match a lieu au Saturday Night Main Event, et auquel j'ai remarqué que, euh, que Cody Rhodes est venu avec une ceinture auquel il affectionne tout particulièrement, c'est les anciennes ceintures old school. Et du coup, il nous a sorti une ceinture auquel on connaît tous. Ça s'appelle, attendez, The Winged Angle Belt. Donc l'ancienne ceinture auquel les plus grands l'ont remporté, tels que Hulk Hogan, André le Géant, Macho Man Randy Savage, Ultimate Warrior, Sergent Slaughter, Undertaker, Ric Flair, Bret Hart, Yokozuna, Bob Backlund, Big Daddy Cool Diesel, Shawn Michaels, Psycho Sid, et après, pour ne citer que Stone Cold Steve Austin. Je crois que j'ai fait le tour de cela parce que je sais qu'il y en a qui ont remporté, mais c'est pas évident à tout citer. Mais j'ai cité ce que je pouvais citer. Donc, Cody Rhodes, il a fait, on va dire, revenir. Je crois que c'est pour le temps d'un soir. Vu comment on est dans un show, entre guillemets, old school, et que pour marquer les esprits, on fait ramener la ceinture de cet emblème euh, comme celle-ci. Mais après, il pouvait le modifier à sa sauce, hein. Comme par exemple les sangles de la ceinture en blanc, avec le petit détail du American Nightmare, avec son logo, les noms, tout ça. Ça aurait pu être très marquant s'il aurait fait. Mais c'était un titre auquel tout le monde l'a remporté, quelque part. Donc les noms que j'ai cités. J'espère que j'ai pas oublié des noms auxquels ils ont remporté les titres de cette manière-là, hein. Je l'espère, hein.
Mais bon, c'était pour le titre et auquel bah, il y avait de l'overbooking et auquel certes Kevin Owens s'acharnait sur le pied blessé de Cody Rhodes. Donc il s'acharnait sur son pied, mais à un moment donné, il s'attaque à d'autres choses que le pied. Et du coup, ce qui est marrant avec les commentaires de Jesse Ventura, il disait que Cody Rhodes est un genre de méchant et Kevin Owens est un peu la victime de cette histoire. Après, c'est Kevin Owens qui se prétend être une victime, un dommage collatéraux de toute cette histoire qui s'était déroulée avec Roman Reigns et j'en passe des personnes. Donc il se prétend être une victime, alors qu'il en est loin d'être une victime. Vu comment c'est un peu lui qui provoque un peu les controverses, c'est un peu l'anarchiste l'anarchiste. L'anarchie dans la compagnie, quelque part. Bon après c'est vrai qu'il y avait pas mal d'overbooking. Bon après c'était pas mauvais, mais ils auraient pu on va dire un peu faire mieux s'ils n'étaient pas trop précipités. Après c'est que mon avis à tout ça, c'est que uniquement mon avis. Donc voilà. Et aussi Ventura disait il devrait s'acharner sur le pied. Qui travaille sur le pied? Donc c'est vrai que quelque part il a pas tort. Quand un membre commence à être endolori, on, on l'attrape, on le garde et on le lâche pas, on travaille dessus. Un peu à la manière des Forceman, c'est vrai que c'est pas con quand Ventura dit ça. Et pourtant, vous allez peut-être dire qui c'est Jesse Ventura. Si vous savez pas, Jesse Ventura, c'est aussi un ancien catcheur. Donc certes, il a fait des tas de choses, commentateur, intervieweur. Il a été aussi ancien gouverneur du Minnesota, si je ne me trompe pas, Jesse Ventura. Mais en tout cas, c'est sûr, il sait ce qu'il fait. Et pourtant, dans les cas de sa carrière, c'est vrai qu'il avait des moments auxquels il n'était pas très apprécié. Notamment tenter de faire un syndicat et que McMahon n'était pas d'accord. Il y a eu des querelles et pourtant il en est revenu. Donc forcément, voilà. Mais bon, si ce n'est qu'il y a eu pas mal de choses, pas mal de rêve bump aussi, parce que les arbitres étaient venus et auxquels ils se sont tous fait allumer. Chacun à leur tour, ça devenait n'importe quoi, ça devenait incontrôlable cette histoire. Bien sûr, Kevin Owens, il avait la chose et le choix de remporter le match, certes sur de la triche, comme un bon il le ferait, mais vu comment il n'y a pas d'arbitre, quelque part il se sent un peu constué et que il se dit certes les arbitres sont pas là, je peux en profiter, je peux le matraquer à coups de chaise jusqu'à ce qu'il y en a un qui se ramène sa pêche et qu'ils n'ont pas intérêt à me disqualifier. Donc bien sûr, il veut tenter par tous les moyens de remporter le match, que ce soit avec son Chaos Stunner, le Pop-Up Bomb s'il le peut. Pourtant, il y a eu aussi une référence à Randy Orton de la part de Cody Rhodes quand il effectue un RKO, comme il a l'habitude de faire le Springboard Cody Cutter, Beautiful Disaster Kick. Et quand je crois que c'est Kevin Owens qui ramène la chaise ou c'est Cody Rhodes, je ne sais plus qui des deux. La chaise était présente, elle était utilisée et pourtant Kevin Owens, je crois qu'il lâche la chaise et c'est à cet instant-là auquel il effectue ses prises habituelles comme le Cody Cutter. Il est prêt à en finir avec le Crossroads, donc il effectue le mouvement du Crossroads, mais à l'instant précis, Cody Rhodes, il voit la chaise à côté de lui. Et du coup, il voit la chaise, il effectue le mouvement du Crossroads, et dans la foulée, l'arbitre compte le compte de 3 et que Cody Rhodes remporte le match. Quelque part, c'est un peu du côté de la triche de la part de Cody Rhodes. De gagner de cette manière-là, quelque part, c'est un peu de la triche. C'est une réaction de heel, ce n'est pas une réaction de babyface. Et pourtant, Cody Rhodes, c'est toujours le face dans cette histoire. Vu comment il remporte le match, certes un peu illégal parce que c'est Owens qui voulait prouver à quel point que Cody Rhodes est un sale type et que c'est pas, on va dire, un vrai super-héros. Ce n'est pas quelqu'un
auquel on pense être. Donc forcément, même si Cody Rhodes remporte le match, il célèbre avec le public, avec la ceinture de Winden Engel, je crois. Windengel, enfin Winged Engel Belt. Donc voilà, je l'ai dit correctement parce que j'ai ça sous les yeux. Et pourtant, à la fin du match, certes, Cody Rhodes y remercie le public euh, pour, euh, leur, pour leur présence. Je crois que c'est au moment auquel le show est terminé, mais que, euh, mais que Kevin Owens intervient. Donc il attaque encore par derrière Cody Rhodes. Et là, il s'apprête à commettre une prise auquel il effectue être interdit dans le monde du catch pour sa dangerosité. C'est le fameux package pile driver. Donc il effectue le mouvement du package pile driver et effectuer ce mouvement. Et c'est vrai que quelque part Kevin Owens n'a plus utilisé ce mouvement depuis je sais pas 9 10 ans je crois. Je crois qu'il n'a plus effectué ce mouvement. Bon, je sais pas, mais je sais qu'il a effectué le package pile driver et suite à ce package pile driver, Cody Rhodes ne peut plus bouger, il est KO, il est par terre et et on sent que ça ne va pas et qu'il y a un brancard qui est préparé pour lui, que les médecins s'inquiètent sur son état, les arbitres, les officiels, pendant que Kevin Owens est en train de pavaner avec le titre de Cody Rhodes, donc le Winged Goldbelt, enfin Winged Angle Goldbelt, et auquel il s'en aille pendant que les médecins s'occupent de l'état de Cody. Bon, à vrai dire, à cet instant, quand, quand Randy Orton a subi le pile driver, je me dis pourquoi ils utilisent ce mouvement-là alors que ils savent comment se protéger. C'est un peu ridicule. Parce que dans le monde du catch, il y en a qui le prennent très très mal, comme par exemple Owen Hart contre Stone Cold. Là, c'est sûr, c'était un mouvement très dangereux. Mais là, c'est un simple mouvement avec un simple protection. Et que là, avec Cody Rhodes et Kevin Owens, là, c'était un package pile driver un peu maîtrisé. Donc c'est un peu ridicule qu'ils soient en civière, mais ils veulent encore raconter quelque chose avec. Ils veulent encore raconter quelque chose. Et au moment où ils s'approchent de la rampe d'entrée, eh bien, il y a Triple H. Donc Triple H qui s'énerve contre KO, qui commence à l'engueuler, euh, qui quelque part il le menace un peu de le virer, mais sauf que ça se dispute et ça se bouscule. Et du coup, je me dis, j'espère que Kevin Owens va pas commettre la pire erreur de sa vie, frapper le boss, parce que il faut savoir que si jamais Triple H il se mange un coup, il a des chances qu'il peut retourner à l'hôpital, voire qui sait mourir, parce que Triple H il a un peacemaker dans le cœur et qui ne peut pas se battre. Donc j'espère que KO il sait ce qu'il fait. Mais heureusement qu'ils sont uniquement que disputés et que par la suite, il est reparti, certes en le volant le titre. De toute façon, c'est pas le titre auquel Cody Rhodes il l'a, même s'il a toujours rêvé d'avoir une ceinture old school. Vu comment le vrai titre incontesté, c'est celui euh, en cindre noire et en plaque or. Donc la ceinture auquel on l'a vu remporter contre Roman Reigns. Mais bon. Mais bon. Donc c'est comme ça comment le segment et les matchs se terminent et que ça s'arrête là. Donc c'est la fin du show du Saturday Night Main Event 2024 et auquel ça va peut-être se rattraper pour l'année 2025. Donc pour la 38e édition, si je ne me trompe pas, pour les Saturday Night Main Event en 2025. Donc j'espère que j'ai pas dit faux. Et aussi, comme j'ai dit, c'est un show auquel c'est un peu comme j'ai dit, ça rendait pas service pour terminer l'année 2024. Donc on peut dire que c'était pas, on va dire, un show très bien apprécié en fond. Pourtant le NXT Deadline était bien. Et le WWE Survivor Series War Games était excellent. Et que ce match-là et ce show-là, certes le match était bon, mais ce show,
été, allez, on va dire une catastrophe en soi. Je vais plutôt dire une catastrophe. En même temps, c'est à cause du booking assez prévisible de Triple H, hein. Excusez-moi, c'est la vérité. C'est le booking très prévisible. Mais bon, auquel j'ai déjà trop cité et auquel je préfère m'arrêter ici. Donc, je sais que je ferai la vidéo sur le bilan de l'année 2024. J'en parlerai aussi de Final Battle pour la ROH. Et un peu plus tard, quand j'aurai déballé mon cadeau, donc la vidéo préparée unboxing de Noël, je ferai le show World's End pour la EW. Et auquel ça s'arrête ici. Et au moins, que demander de plus? Que demander de plus? Donc, c'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch / Mystery View. Excusez-moi, j'ai un peu le hockey. J'espère que cette vidéo vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo de review, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.